général, il y avait quand même un risque de fragiliser ce crédit d'impôt à trop vouloir obtenir et diversifier les cibles. Et puis en même temps, sur le spectacle vivant, il y a quand même des choses déjà qui existent, puisqu'il y a la taxe affectée pour financer le CNV, et donc j'espère, et puis bon, je suis très mobilisée sur évidemment la TVA pour les festivals, donc je ne peux pas dire qu'il n'y ait rien qui concerne le spectacle vivant. Le crédit d'impôt pour le spectacle vivant n'est pas à l'ordre du jour, mais ne sera pas imprimé. Je ne sais pas si vous avez vu, mais les crédits d'impôt, normalement, il n'y en avait aucun, sur rien. Donc voilà, il faut cibler et faire les choses par ordre et par séquence. Et donc, un tiers au mieux que deux jours, en l'occurrence. Mais ceci dit, la réflexion, je pense qu'aujourd'hui, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que le cloisonnement spectacle vivant, musique enregistrée, ne doit plus être au sein du ministère de la Culture incarné organiquement, enfin dans l'organisation. C'est vraiment le sens de la mission musique de pouvoir permettre précisément de transcender dans la frontière entre la DGCA et la DGMI pour travailler spécifiquement sur la musique. Et donc il y aura une série ensuite de préconisations, de travail pour l'ensemble du secteur. Mais je pense que sur ce qui est donc bon pour la musique enregistrée est bon aussi pour l'ensemble de la filière, et il ne faut pas quand même bouder notre satisfaction d'avoir obtenu le vote du crédit d'impôt pour les entreprises phono, mais surtout avec une extension importante pour les PME. Voilà. Je soutenais l'idée qu'il fallait faire quelque chose pour la musique. En l'occurrence, le Centre national de la musique, j'étais pas contre pour des raisons, je sais pas, idéologiques ou parce que c'était la droite. C'était pas du tout ça la question. J'avais effectivement émis un certain nombre de doutes sur la gouvernance, notamment sur la clé de répartition et 70-30. Mais après, je disais qu'il fallait bien qu'il y ait une instance justement de réflexion, d'analyse, d'observation aussi de l'ensemble de l'écosystème. Ça, ce sont les éléments que justement on reprend dès aujourd'hui avec la mission musique. Observatoire notamment des pratiques et de l'économie du secteur, aussi de maintenir l'acquis du CNM, peut-être le plus important, c'est-à-dire la concertation de tous les acteurs de la filière. Et ça, c'est vraiment un acquis très fort. Donc, pour moi, il n'est pas question de perdre cet acquis. Mais en même temps, les craintes que j'avais se sont avérées, je dirais, encore plus fondées que je craignais, c'est-à-dire que le CNM reposait sur une dérivation d'une taxe, la TSTD, qui est elle-même éminemment, et non seulement qui est soumise à un examen extrêmement difficile en ce moment à Bruxelles. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais le gouvernement a dénotifié le précédent texte sur la TSTD, et nous allons renotifier un nouveau texte avec une nouvelle assiette, un taux, etc. Bon. Donc on va être obligé d'être vraiment extrêmement rigoureux sur le lien qu'on établit entre le diffuseur qui est taxé et l'objet de la taxe. C'est vraiment ce lien-là qui me semble absolument le cœur de toute notre argumentation juridique auprès de Bruxelles, et qui aurait été fragilisé si on avait aujourd'hui en plus une dérivation vers la musique. On essaye justement de nous appuyer sur le fait que les réseaux diffusent beaucoup d'audiovisuels, de services audiovisuels. Donc, c'est comme ça qu'on argumente auprès de Bruxelles pour justifier l'existence de cette TSTD. Si on l'avait dérivée, ça aurait été fragilisé. Donc il n'y avait absolument aucune certitude sur le financement du CNR. Et ça, je dois dire que c'était quand même la grande inconnue.
Et puis la deuxième chose, c'est qu'un établissement public en soi, ça a toujours des frais fixes importants. Ça a un coût d'existence, même si vous n'en faites rien, même s'il n'y avait eu aucune taxe, aucun financement, etc. Vous avez un établissement public, ça coûte de l'argent, il y a des postes, etc. Et que le contexte budgétaire ne me permet pas de ne pas prêter une attention très scrupuleuse à l'extension du périmètre des établissements publics du ministère de la Culture. Il y en a déjà un certain nombre. Il y a eu un rapport de l'inspection des finances il y a 15 jours sur justement les agences et les établissements qui sont autonomes en fait du ministère de tutelle. Il y a des attaques répétées contre le CNC. Enfin, vous voyez, c'est tout un contexte qui fait que je pense qu'il est aujourd'hui, à l'heure actuelle, plus pertinent de faire cette démarche-là, très concrète, très pragmatique. Et puis, on verra comment les choses évoluent, on verra à un moment donné si on a besoin, si vraiment il y a ce besoin très fort, mais il ne faut pas mettre l'établissement public avant les financements et avant les mécanismes. Je crois que c'est vraiment, c'était prendre la question à l'envers, en quelque sorte. Mais est-ce qu'on ne prend pas le risque d'avoir d'un côté une mission sans doute très utile au sein de la culture, entre des DGAC, alors vous dites spectacle vivant et disque, mais le disque, il y a aussi du disque de création, et puis il y a aussi du spectacle vivant d'industrie d'ailleurs, hein, c'est pas forcément... mais avoir d'un côté cette mission, et puis de l'autre, un CNM animé par la SACEM, essentiellement, un CNM un peu privé finalement, alors que là, on avait quand même une occasion historique de voir l'État mieux réguler d'entrée, mieux comprendre le fonctionnement de cet écosystème musical extrêmement complexe. Vous savez, il n'y aura pas un CNM à part, enfin un CNM privé en quelque sorte. La réflexion qui est menée par des acteurs divers de la filière, de toute façon, sera toujours en lien. L'État et gardera son rôle de pivot et de garant de la structuration de l'ensemble de la filière. Et l'État restera le pivot. Et donc, voilà, les initiatives qui peuvent être prises par les uns ou par les autres se feront de toute manière dans un dialogue permanent avec l'État. Ça a quand même été un échec, hein, très net. Donc, c'était nécessaire de d'arrêter les frais. Et maintenant, pour les jeunes, je pense que d'abord, il faut encourager la diversité de la diffusion musicale, à la radio, bien sûr, mais aussi à la télévision. On a besoin d'avoir des émissions musicales à la télévision et je regrette qu'il n'en ait pas davantage. Et c'est cette diversité de la diffusion qui évidemment participe à alimenter les jeunes. Mais, je l'ai dit, mais je soutiens beaucoup les politiques sur tous les territoires et donc il y a quand même un certain nombre de structures. Il y a les SMAC par exemple, il y a les élites aussi qui sont aussi avec une charte qui relève du ministère. Il y a des lieux comme ça qui sont encouragés par le ministère de la Culture, qui sont des lieux où les jeunes peuvent avoir accès à la musique et à une diversité musicale qui je pense, est vraiment ce que l'on doit préserver. Puis quand je parle de soutenir des plateformes indépendantes de musique en ligne, de soutenir la diversité de la filière, c'est parce qu'en soutenant la diversité de la création, de la production, on soutient la diversité de la diffusion aussi, et donc comme voilà, les jeunes ont quand même un accès assez facile aux nouvelles technologies, ils ont aussi accès plus facilement à ces œuvres dans toute leur diversité. Pour remplacer justement ce matière musique. On va y réfléchir, mais pour l'instant, en tout cas, il faudra réfléchir à un dispositif qui soit ciblé le cas échéant. Mais pour les étudiants, moi je travaille avec ma collègue Geneviève Fioraso qui est chargée des universités et on a envie de monter un projet université et culture qui donnerait accès aux jeunes à une offre culturelle la plus large possible. Et on y travaille pour l'instant. On est au début. On est au début d'un processus, donc je ne vais pas vous donner de calendrier ou quoi, mais en tout cas, c'est évidemment, je parle beaucoup d'éducation artistique, et ça inclut l'université pour moi. Et donc il y a ce travail avec Geneviève Fioraso et avec évidemment des présidents d'université, des
des étudiants pour qu'on essaye d'avoir une offre, et notamment une offre numérique pour les jeunes. De la musique, il y a l'association de préfiguration du CNM qui existe et à qui on va travailler sur son avenir, donc avec la mission musique. Mais de toute manière, les financements de la musique par les contributions des acteurs de l'Internet, ça rentre dans le champ de la mission Lescure. Donc il était pour moi très important d'avoir un lien, d'avoir au sein de la mission Lescure une priorité, enfin un axe très fort qui soit donné sur la musique. Et donc la présence de Jean-Baptiste permet ce lien, puisqu'il a le contact avec l'ensemble justement du réseau qui s'est constitué autour de la mission de préfiguration du CNM. Il connaît tous les acteurs, il connaît les problématiques, donc il a en quelque sorte le capital historique en lui de toutes les réflexions qui ont été menées par le CNM. Ça nous permet de les intégrer pour ce qui est de l'intervention numérique dans l'ensemble des préconisations qui seront faites par Pierre Lescure en mars prochain, qui seront terminées en mars prochain. Et puis voilà, concrètement, on travaille avec lui quotidiennement. Et il va donc aussi être associé aux travaux de la mission. On essaye de mettre en place un système assez cohérent. Il y a des métadonnées, mais c'est vraiment complètement dans le champ de la mission et ça fait partie des sujets qu'on a listés avec Jean-Baptiste et Pierre. Donc ça fait totalement partie de ce qui va être, ce qui est étudié. Alors je ne sais pas dans les auditions comment est fait leur calendrier, c'est pleinement dans le champ. Et l'innovation est évidemment au cœur de... On n'est pas du tout là juste pour faire une adaptation du système, même si c'est important juridiquement, mais on est aussi là pour proposer des choses nouvelles, des choses innovantes. Voilà, il y a une réflexion très très large. Ils n'ont pas de... Il n'y a aucun sujet n'est tabou. Donc évidemment, les métadonnées, bien sûr, ça en fait partie. D'abord, dans le champ de l'éducation artistique, on essaye de faire en sorte de montrer que c'est la culture. Il n'y a pas justement la grande culture et la culture noble, et puis la culture prolétaire ou la culture populaire par opposition à cette culture qui serait une culture noble ou bourgeoise. Précisément, l'accès à la culture, ça ne doit pas reproduire ensuite des phénomènes d'exclusion pour des enfants par rapport à une classification et une hiérarchie au sein de la culture entre les genres. Je pense en plus que la musique, effectivement, c'est très petit que ça doit commencer. Et quand je parlais de la maternelle, j'ai dit de la maternelle à l'université, je pense effectivement que pour ce qui est de la musique, plus on commence tôt et plus on sait que, outre les facultés musicales, l'éveil musical, etc., mais ça développe aussi les facultés cognitives chez les enfants, en langue, en mathématiques, l'apprentissage précoce de la musique. Alors pour l'instant, le seul exemple où je sois allée et où j'ai vu des enseignements, c'était à Marciac avec le jazz, le collège, c'est même pas vraiment la moitié des élèves du collège ont des enseignements de jazz qui sont très poussés, avec des effets absolument remarquables. Donc évidemment, pour moi, c'était un modèle. Mais en même temps, on ne pourra pas évidemment faire ça partout, malheureusement. Donc l'idée, quand même, c'est bien qu'on travaille avec les collectivités locales en essayant d'utiliser les ressources qui sont à proximité des établissements scolaires, dans un réseau pas trop lointain. Donc comme on a un réseau très dense sur le spectacle vivant, très très dense sur le territoire, qu'on adapte un petit peu l'offre qui sera offerte aux enfants avec les professionnels qui seront proches d'eux. Donc évidemment à Marciac il y a le festival de jazz, donc on a des professionnels, on a l'expertise, mais ailleurs ça peut être d'autres formes musicales. Quand on a justement une SMAC, il faut qu'on utilise aussi les ressources de la SMAC. Et ailleurs ça sera plus classique parce qu'il y aura un festival, voilà. Mais l'idée c'est quand même qu'on n'offrira pas de toute manière le même programme d'éducation artistique, le même programme culturel à tous les enfants. Ça sera vraiment très varié.
Et précisément, cette variété reflètera la diversité des formes et d'expression artistiques. Et y compris la diversité des cultures, même. Oui, bien sûr. Si on est dans le 9e arrondissement, enfin 18e ici, et on traverse la rue 9e, qui est l'arrondissement Beauvais par excellence, et qui est en réalité extrêmement mélangé d'un point de vue sociologique, ethnique. Mais à Paris, vous savez, c'est même. Enfin, à Paris, le problème, c'est que même pas, parce qu'à Paris, de toute façon, il y a accès à tout ce qu'on veut. Donc là, c'est plutôt. Mais là, je parlais plutôt en région, où il faut utiliser les établissements culturels de proximité. Mais à Paris, évidemment. Et moi, je suis très favorable à ce qu'on puisse développer aussi, je ne sais pas, l'enseignement des pratiques aussi, des musiques africaines, par exemple. Enfin, j'ai rencontré Youssou N'Dour il y a peu de temps à l'occasion de sa venue en France. Et voilà, il disait que Paris était la première scène africaine au monde. Et ça, c'est une chance pour nous. Donc évidemment, c'est aussi une chance pour les enfants, mais on peut revendiquer totalement cette expression musicale qui est une expression qui se fait en France, donc voilà, qui est pleinement partie de la politique culturelle de notre pays, et donc moi je suis très fière. Donc, d'ailleurs, à ce propos, il y a aussi une volonté politique très nette du gouvernement de faciliter, et le président de la République l'a dit quand il était à Dakar, mais de faciliter la venue des artistes étrangers en France qui ont été énormément gérés, entravés dans les festivals. Il y avait pas mal de problèmes d'annulation de spectacles à cause d'artistes qui n'avaient pas eu leur visa. Donc on a maintenant, le président a indiqué que c'était pour lui une priorité et que des consignes seraient données, et qu'il y a un travail qui est fait avec le ministère de l'Intérieur, mais avec le ministère de la Culture aussi, pour faciliter justement la circulation des artistes étrangers. À terme, moi j'aimerais qu'on arrive à un visa artiste, mais on va voir si c'est ça l'option la plus pertinente, la plus efficace. En tout cas, la politique pour les artistes étrangers en matière de visa est déjà considérablement facilitée. C'est un droit voisin pour les éditeurs de presse, un droit voisin sur les sites agrégateurs de contenu, donc par exemple Google, mais au bénéfice des éditeurs de presse. Je trouve qu'il faut évidemment adapter notre législation aux évolutions technologiques, et donc le texte est en cours d'élaboration, et il y a une concertation qui a eu lieu avec les éditeurs, et je rencontrerai aussi évidemment les acteurs mondiaux du numérique.